Alors, on va passer à une série de 2 présentations consacrées aux méthodes de contrôle. Et je vais demander à Gaël Bourbous du CRT Morlaix et à Alain Jupin du CETIF qui vont faire 2 présentations enchaînées avec des contraintes de timing extrêmement élevées. Bien. Bonjour à tous, je suis Gaël Bourbous, je travaille au CRT Morlaix, un centre de ressources techniques spécialisé dans la métrologie. Nous faisons de l'étalonnage et de la vérification d'instruments de mesure et de l'expertise 3D, dont de la tomographie, de la numérisation 3D par scanner laser. Donc j'ai pas beaucoup de temps, ça va durer juste 10 minutes, je vais essayer de faire très vite, j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer. Alors juste une petite image pour montrer que bon, c'est peut-être un stéréotype de l'architecte naval, mais c'est vrai qu'on peut croire qu'on est un petit peu loin aujourd'hui quand on parle de toutes ces technos d'impression 3D, là je vais parler de numérisation, de tomographie rayon X. Ça peut paraître un petit peu loin, et pour une petite anecdote, il y a de ça 7-8 ans, j'étais ici à une conférence au large, et en tant que juste dans le public, et lors d'une pause, j'ai demandé à un des participants s'il contrôlait ses moules par des moyens de numérisation pour vérifier sa conformité. Et sa réponse a été non, on n'a pas besoin, on a un fichier CAO. Donc, j'ai pas bien compris le rapport entre la qualité d'une pièce produite et le fait d'avoir un fichier CAO, mais je pense que les choses ont un petit peu changé, et entre autres, l'impression 3D n'est pas étrangère à ça. Tout simplement parce que l'impression 3D, alors je parle d'impression 3D, je mets aussi dedans évidemment la fabrication additive, mais c'est quelque chose de nouveau qui peut faire peur, et on a envie de savoir ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la qualité des pièces? Et pour ça, il y a des solutions, entre autres la tomographie qu'on va voir. Alors là, j'ai juste mis cette courbe, juste pour dire que c'est la courbe qu'on appelle des tendances, une courbe qui a évolué en fait. Je pense que l'impression 3D, alors là c'était pour les particuliers, je pense que on est bien passé par le seuil, par la vallée des désillusions. Et là, on est, je pense aujourd'hui, en train de grimper sur du développement et des choses qui ne sont pas tout à fait complètement matures d'un point de vue industriel, mais on y arrive. Et juste pour dire que tout ce qui est numérisation 3D avait quand même un petit peu d'avance. Donc pour rappeler tout ça, la numérisation 3D, le scanner, c'est des technos qui ont 25, 30 ans, voire plus dans le médical. L'impression 3D, il faut arrêter de dire que c'est nouveau, ça existe depuis 25 ou 30 ans aussi. Les brevets sont tombés dans le domaine public, donc ça fait au moins 20 ans qu'ils ont été déposés. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut faire, c'est les intégrer dans l'industrie et avoir de bonnes pratiques. Alors, je ne vais pas revenir sur les technos, juste quelques images pour montrer qu'il y a beaucoup de technologies différentes, que ce soit pour le plastique, que ce soit pour le métal. Chacune d'entre elles, c'est toujours le même principe, on va empiler couche après couche, et évidemment, il peut se passer des choses entre chaque couche et même à l'intérieur de chaque couche. Alors, la tomographie, qu'est-ce que c'est? Ce nom barbare, tout simplement pour dire que c'est une représentation d'une pièce par coupe ou par tranche. Et il y avait une première technique qui était de plonger une pièce à analyser dans une résine avec une couleur différente, et une fraiseuse venait surfacer cette pièce, un appareil photo dessus prend un cliché, et ensuite on vient resurfacer, et ainsi de suite, tranche par tranche, et on représente la pièce ainsi, coupe par coupe. Sachant que ça a été développé quand même pour faire du diagnostic médical, pour savoir si votre genou est en bonne santé, on ne va pas vous le couper en petites tranches. Donc on utilise aujourd'hui des techniques par rayon X. Alors ici, on a le scanner médical, ici le scanner industriel, qui a pour avantage d'être beaucoup plus précis. Inconvénient, par contre, il va passer des pièces beaucoup plus petites. Le principe est assez simple, c'est une technique de projection, donc on va faire de la radioscopie, de la radio en direct. On va prendre une série de radios d'une pièce, la pièce va faire un tour complet sur elle-même, on va prendre entre 1000 et 2000 radios, et ces radios vont servir à reconstruire. Donc là, une petite vidéo qui montre un petit peu comment ça marche. C'était une demande très sérieuse d'un client, c'était pas juste pour jouer, mais ça montre le lien très fort qu'il y a entre numérisation, alors ici de la tomographie, et l'impression 3D. Il y a un lien très fort, que ce soit en amont,
comme c'est le cas ici, ou en aval. Là, en amont, pourquoi? Parce que le client en fait, voulait un fichier 3D de cette pièce-là. Donc là, on voit les radios. Et une fois la pièce reconstruite, ça, c'est pas un fichier CAO, c'est la pièce réelle. On va pouvoir virtuellement venir découper, séparer les matériaux pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui intéressait le client au final, c'était de récupérer un fichier exploitable. Et entre autres, le fichier de sortie de base, c'est le fichier STL. STL pour stéréolithographie, donc une des premières technologies d'impression 3D. Donc très rapidement, vous pouvez faire une copie d'une pièce par numérisation 3D, par tomographie ou par scanner laser. Donc le fameux maillage, voilà. Alors, juste pour information, avoir un fichier surfacique, ce n'est pas juste une simple conversion d'un fichier. On me demande souvent, est-ce que vous pouvez numériser ça et me donner un fichier STEP ou IGES en 3D? Non, ça ne se fait pas simplement. Si des personnes sont intéressées, elles viendront m'en parler après, mais voilà, il y a du travail derrière ça. Ça s'appelle la rétroconception, la reconstruction de surface. Alors, je vais parler un petit peu de structure lattice et d'optimisation topologique, mais très rapidement, juste pour dire qu'il y a une différence entre les deux. Là, il y a de l'optimisation. On a vu cette image juste avant. Là, c'est de l'optimisation uniquement sur le poids. Mécanique, là, optimisation mécanique, là, optimisation sur la masse. Il y a d'autres applications aussi qu'on va voir juste après. Alors ça, c'est une pièce réalisée en fabrication additive aluminium. C'est un prototype, je vais passer directement sur la vidéo. Donc c'est un prototype d'échangeur thermique pour l'automobile. On va voir au-dessus, en fait, on peut appeler ça déjà une structure lattice aussi, parce que c'est quelque chose d'un petit peu répétitif. Là, le but de cette structure un petit peu en créneau qu'on va voir défiler, c'est de créer des turbulences pour favoriser les échanges thermiques. Là, ce qui intéressait le client, c'est un client qui est en train de benchmarker tous les fournisseurs de machines de fabrication additive. Et la difficulté sur ce genre de pièces, c'est dans ces zones-là, c'est à l'intérieur, c'est venir traiter les surfaces. Alors là, on n'a pas une idée, là, mais en largeur, ça fait à peine 30 ou 40 mm. Donc c'est une pièce très précise. Il y a eu un traitement, un post-traitement pour améliorer l'état de surface, mais on arrive à des choses très fines avec très peu de porosité. Là, je reviens sur du plastique, une autre vidéo. Là, ce qui est intéressant, c'est les points blancs qu'on voit de temps en temps. Donc ça, c'est du FDM, donc des poses de fil. On voit bien d'ailleurs les vides, les nombreux vides et les différentes trajectoires. Mais ce qui est intéressant, c'est les petits points blancs qui sont en fait des particules métalliques, que je suppose métalliques. La tomographie rayon X, en tout cas avec notre machine, ne permet pas de déterminer avec précision la nature des matériaux. Par contre, elle permet de les dissocier. Et c'est là qu'intervient après des centres techniques comme le CTIF qui peuvent ensuite faire des analyses métallurgiques pour savoir d'où viennent ces particules métalliques. Ça pourrait venir de la matière première, ça peut venir de la buse des poses de fil qui est en train de se détériorer. Bon, voilà, il y a pas mal de cas différents. Là, c'est une autre vidéo d'une pièce du médical, une pièce orthopédique. Alors, il ne faut pas croire, les prothèses orthopédiques, elles sont très, très rarement fabriquées sur mesure. C'est souvent des pièces faites de série. Là, c'est vraiment, on en est au stade d'essai, de recherche. Et il y a une structure lattice. Là, le client voulait l'observer, pas pour voir sa qualité, mais pour voir comment elle était conçue. Parce qu'ils ont sous-traité tout simplement à une entreprise extérieure la conception de cette structure lattice. Et vous voyez la précision, donc c'est une pièce qui fait 30 mm de large à peu près. Et là, le but, en fait, était de réimporter, pour le client, était de réimporter un savoir-faire sur la conception, sur la modélisation d'une structure lattice. Parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui proposent des services comme ça pour alléger les pièces. Mais il y a un danger, c'est dans la perte du savoir-faire. Et c'est des choses qui coûtent. Des logiciels qui permettent de faire ça, c'est relativement coûteux. Et c'est pas simple non plus de le faire en CAO parce que ça génère des fichiers extrêmement lourds et qui peuvent rapidement saturer les machines. Là, on arrive plutôt dans le domaine de la recherche et là, on est en plein dans la caractérisation. Donc ça, c'est une éprouvette en aluminium dans un projet de recherche qui consiste à essayer de trouver des correspondances, à faire un lien entre une résistance mécanique d'une éprouvette pleine et une éprouvette en structure lattice. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais tous les petits points noirs qui sont à l'intérieur de la matière blanche, ce sont des porosités. Là, on est loin des 99,8%. Donc, il y a ça, bon, c'est bien de voir les défauts à l'intérieur, mais
cette tomographie a aussi permis d'exporter ce fichier-là au format STL et de le superposer avec le fichier CAO pour faire une cartographie, mettre en évidence les écarts dimensionnels. Pourquoi le faire? Parce qu'on se dit, une machine, très bien, on a un fichier CAO, comme disait une des personnes il y a quelques années, sauf que les machines ont ces incertitudes de fabrication, tout comme un tomographe a des incertitudes de mesure, mais quelques dixièmes seulement de millimètres d'écart sur ces structures lattices va générer une différence de poids qui va être ramenée au cube. On passe d'une dimension linéaire à quelque chose en volume. Donc on passe au cube. Ensuite, une pièce comme ça qui subit des contraintes en compression, il y a des phénomènes qui sont relativement chaotiques, comme un phénomène de flambement. Il suffit d'une toute petite déviation dimensionnelle dans un sens ou dans l'autre pour que le résultat soit complètement différent. Donc, fabriquer des éprouvettes et les lancer en essai, surtout avec des défauts dimensionnels, des défauts de santé matière, et les mettre en essai mécanique sans connaître leurs défauts, c'est un petit peu tirer des conclusions à l'aveugle, et c'est prendre beaucoup de risques dans le cadre d'une validation de procédé. Alors juste une petite image pour montrer quelque chose qui est vendu par pas mal d'éditeurs qui se disent des fournisseurs de solutions d'optimisation topologique. Vous tapez optimisation topologique, vous pouvez tomber sur une image comme ça. Ça, pour moi, ce n'est pas de l'optimisation topologique, c'est de la structure lattice. Faites très attention en ce moment, un petit peu comme il s'est passé depuis 5-6 ans, depuis que l'impression 3D est tombée dans les mains des médias et qui, heureusement, l'ont fait connaître. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas forcément très justes. Attention, là, il y a peut-être un petit peu d'optimisation topologique, mais il y a surtout de l'allègement de structure. Donc je reviens un tout petit peu sur l'optimisation topologique, mais très rapidement. Donc, une boucle classique de conception de pièces, simulation, quand il y en a, fabrication, contrôle et l'amélioration pour revenir après sur une reconception. L'optimisation topologique a pour avantage en fait, de simplifier cette boucle en réunissant la conception, la simulation et l'amélioration. C'était juste pour dire ça. Alors, on obtient des pièces qui ont des formes complexes. Très bien. On optimise en faisant la supposition que le matériau est isotrope, sans défaut interne, et pas forcément avec la prise en compte du procédé de fabrication qui est derrière, que ce soit de la fabrication additive, de la fonderie, de la forge, etc. D'ailleurs, ça, une pièce optimisée comme ça, on pourrait la contrôler, vérifier sa qualité, rien que d'un point de vue dimensionnel, par palpage, par numérisation laser, en numérisant uniquement les surfaces extérieures. Mais c'est oublier que dans une étape comme ça d'optimisation topologique, qui aujourd'hui est souvent destinée soit à la fonderie, soit à l'impression 3D, on obtient une pièce qui est bien belle. Donc, alors là, ça, c'est des étapes qui sont un petit peu inutiles. Et c'est là qu'il va falloir travailler dans les bureaux d'études. C'est se dire que si on fait une optimisation topologique, ça ne sert à rien de partir sur une conception, et on l'a dit ce matin, sur une conception d'une pièce classique avec des méthodologies classiques. Il vaut mieux partir d'un volume défini au cahier des charges, appliquer les contraintes. Ça génère un maillage donc optimisé, ça c'est la solution que donne le logiciel. Il y a tout un travail après pour refaire un fichier surfacique propre et qui soit compatible évidemment avec les procédés de fabrication. Mais voilà, si on utilise que ce soit de la fonderie ou de l'impression 3D, on aura toujours potentiellement des défauts. Et là, quand je disais que par rapport à la courbe des espérances, à la courbe des tendances, on est dans une phase en ce moment de développement. Là, ce qu'il y a à faire, je pense, aujourd'hui, c'est de la validation de procédés et réintégrer toutes ces données, les bases de données dont parlait Polishape ce matin, de les réintégrer justement dans ces boucles d'optimisation topologique. Je vous remercie, j'ai fait le plus vite possible, j'espère que j'ai rattrapé un petit peu. Je vais laisser la main à Alain Jupin. Merci bien. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Yael de me laisser un petit peu de temps. Parlez bien près du micro. Excusez-moi. Voilà. En fait, je voulais juste faire ce petit parallèle parce que quand même on est en Bretagne et je suis douarneniste. C'est pas tellement pour me moquer, mais je pense qu'il y a quand même des prérequis et il y a aussi des façons de travailler qu'il faut bien prendre en compte pour arriver. Donc avec CRT, on essaye depuis quelques
années presque à essayer d'être tactique aussi dans notre couverture territoriale. Donc sachez que ce qu'on vous offre ici comme méthodologie, c'est, je dirais, à votre disposition au niveau Bretagne. En 2 mots, le CTIF, donc on est le premier centre technique industriel à avoir été créé en France il y a 70 ans. On a servi de modèle aux 28 autres, dont le 7e. Notre métier, c'est les matériaux métalliques et leur mise en œuvre. Mise en œuvre par toute voie, du type forge, fonderie, et donc fabrication additive aussi. On fait aussi partie de Bretagne Pôle Naval. Ça fait 15 ans globalement qu'on s'intéresse à la fabrication additive. Donc que ce soit sur des technologies de moule, comme en parlait Philippe Blancard, sur la mise au point aussi, mais aussi tout ce qui est prototypage de fonderie sable, sur lequel vous, dans le naval, je pense que vous auriez intérêt à vous pencher, puis ça vous permet de faire des pièces aussi de fonderie à partir d'une application SAP. C'est vraiment très intéressant et extrêmement rapide. Et dernièrement, donc depuis maintenant quelques années, tout ce qui est fabrication métallique additive, où on va reprendre tout de suite la partie plus intéressante sur l'aspect analyse de défauts. Et si j'ai le temps, je vous ferai un tout petit topo sur l'Optime Topo, justement, pour un complément. Bon, quelques-uns de nos clients, et j'en ai fini avec notre présentation. Ce qui est important, je pense, aujourd'hui, c'est de voir que la FABAD, c'est une sphère de compromis. Et c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte dès le départ. Et c'est aussi une façon de penser différemment. Il faut savoir déjà connaître son espace fonctionnel, analyser la partie aussi cahier des charges, avoir des équipes formées, parce que c'est des nouvelles technos. Je dirais, c'est pas facile quand vous avez un patron de BE qui a 50 ans et qui n'a jamais fait ce type de techno, de lui dire, bah, tiens, aujourd'hui, on va concevoir différemment. Il y a toute la partie de la conception en rupture, justement, qui est essentielle pour valoriser le potentiel. C'est ce que disait Philippe tout à l'heure d'AFU, c'est que il faut se laisser aller, quoi. Donc il faut être créatif. Il y a l'aspect où on a relativement peu parlé, mais nous on est des métallurgistes, c'est l'aspect qualité des poudres, sur laquelle il faut se pencher, parce que c'est ce qui fait aussi directement la qualité de la pièce imprimée. Sélectionner le meilleur procédé d'impression, ça on en a parlé beaucoup. Bon, ça il y a des spécialistes, je parle de gens comme Polychep, des gens comme toutes les ressources aussi, comme Yves Bruins. Définir les post-traitements. Alors les post-traitements, ça peut être l'usinage, ça peut être aussi les traitements thermiques. Et nous, on va se concentrer sur maîtriser le contrôle dimensionnel et métallurgique, sachant que Yael a fait une partie sur tout ce qui est déjà tomographie, pardon, excusez-moi. Si j'ai le temps, donc on fera un peu d'Optime Topo, mais je voulais juste vous montrer quelque chose qu'on a fait, ça s'appelle la pince Leto. C'est une démonstration que aujourd'hui on arrive au début de la phase où l'aspect technico-économique peut rentrer en jeu pour ces nouvelles technos. On voulait faire un démonstrateur qui soit ni aéronautique ni médical. Donc on a essayé de trouver une application industrielle. On a appelé pince Leto, c'est une pince de manutention de lopin à chaud dans une forge qui a été reconçue complètement avec tout ce que je viens de vous montrer sur l'Optime Topo, sur la partie reconception en rupture, dans les tenues, dans un environnement sévère, avec in fine l'idée de montrer que c'était quelque chose qui soit techniquement et économiquement viable. Juste pour vous montrer, vous allez voir la petite vidéo, c'est des environnements extrêmement sévères, hein. On n'est pas juste dans la pièce de salon. Et ce qui est intéressant, c'est dans le avant-après, c'est au-delà de l'aspect intégration de fonctions, puisque dans la pince ici, là où avant on avait énormément de tuyauterie, de systèmes de refroidissement. Ici, on a intégré du conformal cooling comme dans un outillage de fonderie ou d'injection plastique. La durée de vie, c'était globalement, on changeait cette pince-là une fois par mois. Aujourd'hui, la durée de vie, elle a été multipliée par 5, voire plus. Et le coût de possession, donc le coût global de possession, c'est-à-dire intégrer le temps de changement de la pince, d'approvisionnement des différents composants, de reconstruction, il a été divisé par 2. Donc, cette notion de coût global de possession, il faut aussi bien l'intégrer dans vos conceptions. Donc l'intégration de fonctions fait partie du coût global de possession. Donc très rapidement, en fait, dans la chaîne de valeur, globalement, vous êtes au niveau de la voile de compétition course au large, vous êtes sur un marché de niche à haute valeur ajoutée et technologique. Pour autant,
ce type de techno peut vous apporter un avantage concurrentiel. Là où moi j'ai le plus de mal, mais peut-être que vous allez me le dire, c'est quelles sont les applications, depuis ce matin on en parle, que vous auriez sur vos bateaux, dans vos architectures navales, quelles sont les applications que vous pourriez avoir à faire? Moi, je n'ai pas encore trouvé, mais peut-être que vous pourrez nous le dire ou le dire à Eurolarge, parce que moi, je suis à votre disposition pour qu'on en discute avec mes collègues du métal. Voilà, donc juste quelques préconisations qu'on peut vous faire, c'est sur l'aspect purement bonne pratique, c'est important. Faut pas croire que c'est parce qu'on a une imprimante 3D métal qu'on va faire des pièces bonnes. Hein. Ça, c'est pas vrai. C'est parce que vous allez acheter une machine et que vous aurez des pièces bonnes. Philippe a parlé du post-traitement, c'est important. Le choix des poutres, j'en ai parlé. Et puis, ben, c'est pas encore un procédé très fiable. Très important, ce qu'a dit Polychep, c'est capitaliser les données sur les pièces fabriquées. Ce retour d'expérience, c'est tous les essais que vous faites, il faut les consigner au jour le jour. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de référentiel complet qui existe. Ça se saurait. Donc voici une petite matrice rapide. Nous, aujourd'hui, on va juste finir, je vais finir ma présentation tout de suite. On va se concentrer sur la qualification des performances et puis surtout, c'est quoi un défaut ou une indication de défaut, comme on dit en contrôle non destructif. Aujourd'hui, il y a relativement peu de référentiels. Donc, il existe ceux de la fonderie hein, qui sont très bien connus. Je vous engage tout de même à aller sur ce très beau rapport, qui est un gros pavé de 160 pages, mais c'est très bien d'un point de vue culturel. Et puis, derrière, je suis tombé sur cette source, donc SASAM. Et vous voyez, ça, c'est globalement tout ce qu'il faudrait pour avoir un référentiel complet d'un point de vue normatif et normalisation sur la fabrication additive. Alors, ça prend en compte un petit peu tout, hein, parce qu'il y a du plastique, enfin, il y a des polymères. Ici, on a des chromes cobalt, des aluminiums. On parlait des tas de surface. On parlait aussi, après, tout ce qui était, je dirais un peu plus, l'aspect mécanique. Donc, quand on regarde ici, donc vous avez en vert, en jaune et en rouge le TRL, d'accord, donc le degré de maturité globale de la techno. Et aujourd'hui, ce plan de développement, donc aujourd'hui on est là, vous voyez, on est au milieu du gué. Donc on ne peut pas dire de manière ferme et définitive que tout est fait et on peut y aller. On est encore dans la phase de développement, comme disait Gaël il y a 2 minutes, sur la partie, ça y est, ça va décoller. Quelques points intéressants aussi, c'est qu'en fabrication additive, quand on parle de défauts ou de caractéristiques, il y a énormément de curseurs sur lesquels on peut travailler, mais globalement, vous en avez 4 sur la partie mécanique et vous en avez 2 sur la partie donc, géométrique et dimensionnelle. Donc, avec CRT, nous, on travaille, donc, eux, sur la partie donc, des curseurs de droite, nous, on travaille sur les curseurs de gauche. Je vais vous faire le... Donc, il faut vérifier l'état des défauts des bouchons externes, donc typiquement du ressuage ou de la magnéto pour tout aussi ce qui est sous-jacent à la surface. L'état de surface, naturellement, et ça, on peut le faire aussi par MEB avec des procédés un peu plus conventionnels. Et puis sinon, il y a tout ce qui est, après, les analyses, je dirais, purement mécaniques, donc qui sont destructives hein, par nature, hein, des contrôles destructifs, de manière à aussi avoir des courbes de référence, que ce soit, on a parlé des différentes aspects sur la traction, des choses comme ça. Le sens d'impression, ça c'est important. Effectivement, ma télécommande, je peux l'imprimer comme ça, comme ça, comme ça. Quels vont être les impacts sur les karamécas de ma pièce en fonction du sens d'impression. Ça, c'est des choses qui sont dans les programmes de recherche ou des programmes que l'on fait, nous, pour des industriels de l'aéronautique ou d'autres, du transport, de l'automobile, où on fait des plans de caractérisation complets sur qu'est-ce qu'on obtient, quelle est la chose imprimée, comment elle se... Voilà. Donc tout ce qui est vraiment important, c'est faites des boucles d'itération, validez votre REX, et puis il faut bien pas oublier que c'est maîtriser la matière obtenue, et puis n'oubliez pas de travailler en partenariat, il y a des ressources qui existent. Nous, Centre Technique Industriel, notre ADN, c'est vraiment d'aider les industriels français. Voilà, je pense que je suis au bout de mon temps, je suis désolé. Sinon, je voulais juste vous montrer une petite chose. Voilà, on a fait beaucoup de travaux sur les analyses, justement, et pour répondre à
Monsieur a des cheveux, là. Voilà typiquement ce qu'on peut voir aujourd'hui quand on fait des analyses micro-macro sur ce type d'éprouvette. On peut caractériser la surface en fonction. Donc là, vous avez l'axe d'impression verticale, l'axe Z. On voit bien ici les différentes zones de fusion successives. Et puis après, on peut aller un petit peu plus loin. On peut aller voir, en fonction du sens d'impression, ce qu'on obtient. Ça donne des bonnes idées. Et puis après, on peut même encore aller plus loin dans la matière avec du MEP, des choses comme ça. Et on va venir donc voir les aspects intercristallins et les aspects aussi de diffusion de la matière, comment ça s'est passé. Et là, nous, on revient. Donc ça, je n'aurai pas le temps de vous refaire ça. Donc je vais vous dire merci beaucoup. Et juste pour vous dire, l'optimisation, c'est le dernier point, après j'arrête. L'optimisation topologique, c'est quelque chose d'essentiel. On a eu cet exemple génial où là, vous avez une pièce de fonderie qui, quand on la regarde comme ça, on se dit chouette, une belle structure lattice, optimisée et tout ça. Je peux vous dire, cette pièce-là, c'était une pièce 100% pourrie au niveau des défauts de fonderie. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'aspect process n'a pas été pris en compte. La pièce que nous, on a sortie ici, c'est une pièce qui avait cette forme-là, qui était du coup moins lourde. On a défini un volume où on a fait notre squelette fonctionnel. Et derrière, on a fait des boucles d'itération importantes dont je vous parlais sur la partie simulation de coulée, solidification. Donc on met les défauts à l'extérieur de la pièce coulée. Et on obtient, si vous voulez, un gain en masse de 5%. Mais surtout des pièces qui tiennent leur environnement fonctionnel. Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, je vous laisserai ça. De toute façon, je pense que les présentations vont être mises en vente libre. Non, c'est pas prévu. Ah d'accord. Donc, mon dernier point, c'est rester en veille et bâtissez-vous aujourd'hui votre propre référentiel et faites appel à des spécialistes. Il y en a plusieurs dans la salle. CTIF en fait partie sur la partie caractérisation métallique. Voilà. Et puis je crois que c'est la pause en fait. Donc voilà. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci bien.